Alors ce soir, Esprit de justice, et peut-être dans la perspective des fêtes qui s'annoncent, va se poser une question qui paraîtra insolite peut-être à certains, ou au contraire très positive, très attirante. On va se demander s'il existe un droit au bonheur. Le lien entre le bonheur et la politique ne date pas d'hier, on le retrouve dans la pensée grecque qui voit dans le bonheur la finalité de toute action humaine, ou encore dans la recherche de la félicité ou de la béatitude chez Spinoza. Il est très présent au XVIIIe siècle dans la déclaration d'indépendance américaine de 1774 et bien sûr dans notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prévoit que les droits naturels inaliénables et sacrés de l'homme sont proclamés afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Fin de citation. Et on retrouve cette idée enfin de bonheur dans le concept d'État-providence. Alors, est-ce qu'il faut aller plus loin et déclarer un droit au bonheur, entendu comme un droit exigible, opposable au bonheur? Ne faut-il pas plutôt s'en méfier? Car enfin, les régimes qui ont voulu imposer le bonheur à leur peuple ont généralement mal fini. Et donc, si le bonheur est une valeur politique sur le plan collectif, désirable, quand il passe sur le plan individuel, le droit devrait plutôt garantir le droit à chacun que l'on ne s'intéresse pas de trop près à son bonheur. Il n'empêche que de nombreux textes juridiques à travers la planète, et non des moindres, visent directement le bonheur en le rapprochant du bien commun, de la nécessité de vivre avec les autres, en harmonie avec la nature ou avec la terre. Alors donc, pour faire le point sur cette question, Esprit de justice vous propose de l'approfondir ce soir en compagnie de Karine David. Karine David est professeure de droit public à Aix-Marseille Université. Elle est membre senior de l'Institut universitaire de France et elle est directrice éditoriale de la revue juridique du bonheur. Et pour en discuter avec elle, Alexandre Jost, qui est fondateur et délégué général de la Fabrique Spinoza, dont on vient de parler, et ce think tank, ce do tank plus exactement, il nous expliquera la différence entre ces deux mots, a pour motto le bonheur au cœur de la société. France Culture, Esprit de justice, Antoine Garapon. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors, ma première question, elle est très simple, Karine David. Quand on parle de bonheur, et je l'ai déjà vu dans mon chapeau, on peut parler de félicité, de bien-être, de béatitude, de beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Comment vous le définissez? Alors, c'est à la fois une question facile et difficile, et surtout, ça dépend effectivement, et c'est, je pense, une des choses dont on parlera ce soir. Ça dépend si on le conçoit individuellement ou, Bah ou, oui, colle- ou- ou c'est collectivement. une grande question. Pour moi, si on veut le définir simplement pour commencer, ça serait peut-être, j'aurais tendance à dire un état de plénitude. De plénitude. Mm. Et Un état de donc, plénitude. on voit déjà le rapport que ça pourra avoir avec justement l'écologie et le développement durable ou le développement tout court. Ah bah tout à fait, tout à fait. Parce que effectivement, derrière cet état de plénitude, on va dire, un équilibre entre un certain nombre d'éléments. Après, la difficulté, hein, c'est effectivement que la notion de bonheur, c'est une notion qui est assez protéiforme, finalement qui va être définie de manière différente, notamment en fonction des disciplines. Mais évidemment qu'il y a un lien entre les conditions matérielles, les conditions effectivement environnementales et sociales, sociétales, dans lequel va évoluer effectivement l'être humain. Mais cette polysémie, Alexandre Jost, c'est peut-être sa force, au contraire. C'est peut-être sa flexibilité, son adaptabilité à de multiples situations. Bah, c'est sûr, multiples situations, ça me paraît pertinent de dire ça parce que de notre point de vue à la Fabrique Spinoza, on s'appuie sur la science, mais on pense que le bonheur ne peut être défini que par délibération entre d'une part des experts et des scientifiques et d'autre part des citoyens, c'est-à-dire des individus qui eh bien, expriment leurs besoins et ce qui les rendrait heureux. Et il me semble que de ce point de vue-là, le bonheur ne peut être défini que dans un cadre et à un endroit, dans un pays, dans une région, dans une culture. Situé.
Situé, il ne peut être que situé. Alors ça, c'est la réponse complexe. Après, la réponse plus opérationnelle, je trouve que c'est intéressant de voir ceux qui ont été jusqu'au bout de la démarche et on s'appuie beaucoup à la Fabrique Spinoza sur l'OCDE. On les attendait pas là, Oui, oui. mais ils ont publié un guide en 2013 qui s'appelle Guide pour mesurer, eux, ils disent le bien-être subjectif. C'est d'ailleurs le mot qui est utilisé beaucoup par les scientifiques. Subjectif. Subjective well-being, c'est le mot qui est utilisé dans la science pour qu'il se rapproche autant que possible du bonheur. Et je trouve qu'ils ont une définition qui est assez belle, parce que vous allez voir, elle est à la fois scientifique et poétique. Elle dit qu'il y aurait 3 facettes au bonheur, donc pas 3 composantes ou 3 leviers, 3 facettes. D'abord, le bonheur émotionnel, hédonique. Là, avec Karine, on se connaît pas, mais on se fait des sourires pour partager une bonne émission ensemble. Donc, Oui, est-ce qu'il y a très bien, je vous y encourage. est-ce qu'il y a une prédominance d'émotions positives sur des émotions négatives? Première facette. Deuxième facette, eh bien, le bonheur évaluatif ou cognitif. Est-ce qu'on est satisfait de son existence quant aux buts qu'on aimerait atteindre, financiers, conjugaux, matériels, etc. Et troisièmement, le bonheur le plus beau, aspirationnel, le bonheur eudémonique, eudaimonia, la belle vie, qui lui va chercher quelque chose de plus grand que l'individu, donc l'appartenance à un collectif, à une cause, une aspiration, une reliance, une transcendance. Et ce qui est magnifique là-dedans, c'est que ces 3 facettes, si on les réassemble, c'est le corps, les émotions, le mental et l'esprit au sens noble. Et c'est ça qui fait la globalité et l'intégralité de l'être humain. Et vu ainsi, le bonheur, je pense qu'il a une puissance en tant que concept. Il a une puissance en tant que concept, mais est-ce qu'il a une puissance en tant que concept juridique, Karine David? On parle là en juriste, et je m'adresse à la juriste que vous êtes, et qui a enseigné le droit dur. Alors là, ce concept semble un petit peu mou, semble vague, semble plutôt désigner une finalité, et c'est sa force d'ailleurs que de désigner cette finalité ultime, alors que le droit s'intéresse plutôt aux moyens, aux instruments. Alors oui et non, c'est sûr que, effectivement, alors, je pense que, c'est la même chose, lorsque vous en parlez. Quand on dit qu'on travaille sur le bonheur, alors ce qui est assez agréable, c'est qu'on fait toujours sourire les gens. Oui, Et alors c'est bien. quand effectivement on est juriste et qu'on dit qu'on travaille sur le droit au bonheur, alors là, c'est effectivement alors un sourire qui est pas toujours très, Oui, il y a Respectueux. parfois un respectueux. peu condescendant. Voilà, parfois un peu condescendant, parce qu'effectivement l'obstacle d'un point de vue juridique, c'est justement, la difficulté de capter la substance, en fait, du bonheur et comment le traduire, dans, des obligations, en termes juridiques, et est-ce que effectivement la question qui vient, c'est est-ce que l'État peut, finalement, faire en sorte que, tout le monde effectivement, soit heureux? Et est-ce qu'il est possible par le droit d'arriver effectivement à ce que, l'ensemble de la population soit heureuse? Puisque, la traduction qu'on en fait souvent, c'est, droit au bonheur, et bien ça veut dire que tout le monde doit pouvoir être heureux et se retourner vers l'État si Voire l'État, droit opposable au si voilà, bonheur, un ouais, droit c'est ça. opposable au bonheur. Alors évidemment, ça peut pas être le cas parce que, c'est, dans la définition, c'est subjectif. C'est totalement subjectif. Alors moi, j'ai pas mal travaillé aussi avec les psychologues, bon, pour essayer un peu les neuroscientifiques, pour essayer de voir comment eux, ils définissent effectivement les choses, et c'est sûr que c'est un état, l'état de plénitude que j'évoquais moi, peut pas être, finalement, décidé par des textes. Ça paraît effectivement très utopiste que de dire ça. Maintenant, moi je suis constitutionnaliste, hein, ma spécialité c'est vraiment ça, et finalement, vous avez cité le préambule de la déclaration de 1789, et finalement quand on en revient à l'origine, finalement, la mise en place, de constitutions, d'institutions étatiques à proprement parler, et un semblant de démocratie, on voit bien que dans le préambule de la déclaration de 1789, le but, en tout cas l'un des buts, c'est bien effectivement que le bonheur de tous. Oui. C'est le terme qui est employé, par la Déclaration des droits de l'homme. C'est ce qu'on retrouve aussi, dans les déclarations américaines. Mais évidemment que, il faut que ce soit vu, finalement, comme, finalement, alors moi je parle effectivement de droit matriciel, mais comme finalement l'objectif de l'organisation sociétale et de l'État, ça doit être de tendre vers le bonheur du plus grand nombre. Mais Karine David,
David, est-ce qu'il n'y a pas un problème de contexte? C'est-à-dire que quand le révolutionnaire de 1792 dit le bonheur de tous, il a en tête le privilège de quelques-uns. C'est-à-dire, il a en tête, il faut mettre un terme à cette société d'ordre et au privilège de l'aristocratie. C'était son objectif. Mais c'est ça le bonheur de tous, c'est un côté très démocratique, on pourrait dire. Mhm. Oui, Moi, Alexandre Jost. je comprends, on peut en revenir à nos devises républicaines, hein, liberté, égalité, fraternité, mais moi, ça me fait penser à la phrase de Robert Misrahi dans son livre Les Actes de la joie, le philosophe, et il dit, malheureusement, il est décédé il y a 2-3 ans, il dit que... Grand spécialiste de Spinoza, Exactement, précisément. c'est ça. Et se limiter à la liberté, ça serait cheminer toute une vie, arriver sur le pas de la porte d'une maison et ne pas rentrer. Il pense que il faudrait justement eh bien, pouvoir aspirer au bonheur. Et quand on dit c'est un concept mou, c'est pas parce que c'est subjectif que c'est mou. Attention. Mm. Aujourd'hui, c'est Ruud Veenhoven. Alors, vous allez croire que j'ai un esprit un peu nécrologique ce soir, mais je vais citer à nouveau Ruud Veenhoven, qui est décédé il y a quelques jours, mais l'un des plus grands spécialistes, celui qui a créé la World Database of Happiness. Et lui a démontré qu'il y a une grande corrélation, au niveau quasiment 90% du bonheur subjectif peut être expliqué par des sous-jacents qui sont objectifs. Quand on demande à des individus... Neuroscientifique, il fait ça en scientifique? Non, on regarde les conditions de vie, on regarde le salaire, on regarde l'éducation, on regarde tout ça, et on arrive à expliquer 90% du bonheur subjectif déclaré par un individu. On peut, vous avez raison, aussi corréler des neurotransmetteurs, des flux hormonaux, du cortisol avec l'état exprimé de la personne. Et enfin, on peut corréler les déclarations des proches quant à le bonheur, son bonheur vu de l'extérieur et celui qu'on ressent à l'intérieur. Donc, c'est comme un concept qui, malgré tout, est ancré derrière des substrats qui sont objectifs. Après, pour prendre le contre-pied, malgré tout, c'est Bourguignon, l'un des directeurs de l'école Économie Paris, qui disait « Le problème, c'est que la subjectivité peut poser des filtres différents sur les mêmes conditions objectives. » Puis le problème de la subjectivité, c'est qu'elle est infinie. C'est l'infini subjectif. Et donc, le bonheur, par définition, la plénitude, ça veut dire qu'on a trouvé un cadre dans lequel, je ne dis pas qu'il s'arrête, mais il se réalise. Alexandre Jost. Certes, après, dès l'instant où on peut mesurer cet épanouissement, alors on peut imaginer, eh bien, à minima, l'utiliser comme des guides pour les politiques publiques. Et ça ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, ce qui les guide, eh bien, c'est principalement l'émotion. Et on pourrait donc essayer d'imaginer que l'émotion soit une manière d'appréhender notre cap politique. Et on en parlera, je crois, après dans l'émission, mais les indicateurs de grandes nations, pas que le Bhoutan, se tournent vers la mesure de ces... Alors, c'est ça. Parlons des indicateurs. Vous parlez de mesurer, Karine David. Il y a des pays... Alors, commençons par le Bhoutan, parce que c'est l'exemple qu'on dit toujours. Le Bhoutan a établi un indicateur du bonheur national brut. Alors là, je crois qu'il est plus spécialiste que moi pour la question, honnêtement. Alors, on parle beaucoup du bonheur du BNB, c'est certain. Moi, je trouve qu'en parler, ça dessert la réflexion sur le sujet parce qu'on comprend que c'est un pays qui est très éloigné de nous culturellement, qui est sous l'emprise de la Chine et qui n'a fait sa transition démocratique qu'en 2008. Donc tout le monde se dit, ah bah super, c'est comme une contre-preuve. En revanche, ce qu'on sait moins, c'est que des pays comme l'Italie, comme l'Allemagne et peut-être le plus convaincant, c'est l'Angleterre, bien que ça a été abandonné ensuite, sous l'office de Cameron, eh bien, ont lancé un grand programme qui s'appelait National Wellbeing Program, le programme national du bien-être, dans lequel ils ont interrogé pendant 18 mois 200 000 foyers pour réaliser des allers-retours entre leurs besoins exprimés et les statisticiens de leur INSEE à eux, pour à la fin aboutir à des grands critères qui permettaient d'évaluer comment se portait la nation. Et je pense que, vu les auditeurs de France Culture, ça ne sera pas une surprise de rappeler ce que disait Bob Kennedy, qui est le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut le coup d'être vécue, puisqu'il mesure la production de nos armes. Voilà, c'est ça. Mais précisément, ces indicateurs, ils veulent saisir c'est l'essentiel de la vie quasi immatérielle, Karine David. Oui, bah, y a aussi notamment l'indicateur de bien-être de l'OCDE.
où tout un Alors là, on est chacun plus peut se proche de rendre nous. Oui, bien sûr. sur le site et mesurer effectivement son niveau de bien-être. Je pense que ce qui est important à voir, c'est que aujourd'hui, on a de plus en plus effectivement d'États qui soit vont introduire en fait dans leur constitution la notion de bonheur et pas seulement de recherche du bonheur, mais vraiment de bonheur. Et puis, au-delà de l'inscrire dans la constitution, on a des États. Alors, tu citais effectivement un certain nombre. Moi, j'ai en tête aussi la politique, le budget bonheur de Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise, Mm. lorsqu'elle était première ministre, où effectivement le but c'était en fait d'attribuer une partie du budget, enfin de flécher une partie du budget de l'État sur des priorités nationales visant au bonheur, au bonheur, et surtout d'imposer en fait dans l'élaboration des politiques budgétaires dans tous les secteurs la recherche effectivement donc du bonheur de la population. Donc je pense que en tout cas, moi, je perçois que, finalement, de plus en plus, c'est quelque chose qui, malgré effectivement ce côté un peu, subjectif, et je suis d'accord pour dire que c'est pas parce que c'est subjectif que c'est mou. Il y a une évolution. Alors si on s'interroge, il y a une prise en compte à mon avis, enfin, on est de moins en moins raillé, je crois, quand on parle de droit au bonheur. Chez les Et juristes, si, ça vient, ça c'est- vient, ça vient. bon. Mais évidemment, après, et je crois que ça répond à quelque. Enfin, après, il faut s'interroger pourquoi, en fait, pourquoi il y a cette évolution, à quoi ça Alors, répond, en fait. c'est ça. Alexandre Josse, à quoi ça répond, cette évolution? Ce qui est frappant quand on lit ce que fait la fabrique Spinoza, c'est finalement l'angle par lequel Mmh. vous comprenez la réalité qui est tout à fait différent. Bah, moi, je pense qu'on est en train de réaliser que le design de politique publique, par le simple truchement de la satisfaction, qui est le bonheur, la deuxième facette dont je parlais, en oubliant eh bien, les composantes émotionnelles et les composantes ex- existentielles, c'est une erreur. C'est David Le Breton qui dit que le mal civilisationnel de notre époque, c'est la crise existentielle. Les gens aujourd'hui s'interrogent sur les sens, sur le sens de leur existence, pourquoi ils sont là, ils vont changer de travail, de pays, de métier, de région. Surtout après la pandémie, d'ailleurs. Surtout Il après y a un effet post-pandémie. Exactement, exactement. Donc il y a ce besoin de sens. Et puis, émotionnellement, les deux émotions principales des Français, la première c'est la fatigue et la deuxième c'est la colère. Donc on sent bien qu'il y a un besoin. Et si on se disait, mais est-ce que c'est le rôle des politiques de se pencher là-dessus? On pourrait quand même répondre que, à votre question tout à l'heure, c'est une valeur finale ou instrumentale? Eh bien, les deux. Donc on pourrait aspirer au bonheur, mais c'est aussi un outil fantastique pour essayer de Alors, comprendre. Je donne juste un exemple, la place Maïdan. Si on avait regardé l'évolution de la satisfaction de vie et des habitants les années qui précédaient, eh bien, ces manifestations, elles auraient pu être prévues. C'était la même chose pour le Brexit et c'était la même chose pour les pays arabes. Donc l'évaluation, c'est-à-dire qu'il y c'est-à-dire qu'il y avait une... une détérioration forte, progressive, puis un décrochement peu de temps avant ces différents soulèvements Oui, mais populaires. Maïdan, c'est l'aspiration à la liberté, précisément. C'est une aspiration à quelque chose d'immatériel. C'était pas un bonheur subjectif, c'est précisément le bonheur collectif, me semble-t-il, non? Bah, oui, ce que je suis en train de dire, c'est que le fait de suivre et de piloter une nation, et le terme Oui, frappeur, mais autour de la question des émotions de la population et de son épanouissement, peuvent permettre eh bien, d'éviter bien des sûr. crises profondes. Et ça veut dire aussi que vous cherchez à travers les indicateurs, c'est ce que j'ai vu dans ce que fait la fabrique Spinoza, c'est avoir une boucle très horizontale de savoir si les mesures qui sont prises sont bien comprises, quel est le vécu, quelles sont les émotions de leurs destinataires et comment est-ce qu'on peut les rapatrier le plus vite possible. Bah, moi, j'étais rapporteur général adjoint des indicateurs de positivité dans la commission Attali numéro 2. Donc, on avait pour mission de bâtir des indicateurs sur l'altruisme pour guider la nation. Et ce qui était frappant, c'est que si on se tournait vers des indicateurs objectifs, alors on avait des indicateurs de pilotage qui étaient a posteriori de l'ordre de 6 mois, 1 an, voire 2 ans plus tard, alors que les indicateurs objectifs, ils peuvent être appréhendés en continu. Et d'où le fait qu'il existe à Sciences Po, eh bien, le CEPREMAP, un laboratoire dont le métier est d'éclairer la retraite, l'éducation, le travail, l'écologie au prisme du bonheur. C'était le regretté Daniel Cohen d'ailleurs et qui avait lancé Exactement. cette tendance, cette école économique.
Exactement. Mais peut-être une manière pour essayer de réatterrir sur le droit, bien que ça ne soit pas mon métier. Moi, je pense que il y a 2 jours a été remis un rapport au Sénat sur la modernisation des lois d'études d'impact Mmh. dans le cadre de design de projets de loi et de propositions de loi. Et il serait tout simplement envisageable, au moment de la conception de la loi, de s'interroger de manière projective sur son impact supposé, sur les émotions, sur le sens, au-delà de la satisfaction et des critères déjà connus. France Culture, Esprit de justice, Antoine Garapon. Esprit de justice continue de réfléchir sur le bonheur, le droit au bonheur, en compagnie d'Alexandre Jost, qui est le délégué général et le fondateur de la Fabrique Spinoza, et de Karine David, professeure de droit constitutionnel à Marseille. Karine David qui a choisi de nous faire entendre cette chanson douce, cette chanson qui rend heureux, Somewhere Over the Rainbow. Ouais, d'Israël Kamakawiwole. Voilà, très bien, je vous laissais le dire, oui, qui est un hawaïen. Oui, c'est ça, c'est un hawaïen. Alors, c'est peut-être mon ancrage océanien pendant une vingtaine d'années qui, voilà, mais vous nous avez demandé et celle-là, à chaque fois, elle me rend joyeuse. Mais c'est intéressant, Karine David, dans votre parcours. Vous parlez de votre ancrage océanien, c'est-à-dire que vous avez finalement pas mal enseigné, bourlingué, vous rencontrez d'autres peuples que l'Hexagone. Oui. Alors, pas tant bourlingué que ça, mais effectivement, j'ai passé 20 ans en Nouvelle-Calédonie, 5 ans en Martinique. Donc, ça permet d'avoir des éclairages un peu différents sur la façon d'apprendre le monde dans lequel on vit. Et justement, on a l'impression que le bonheur, c'est une notion on disait le bonheur, une idée neuve en Europe, en 1848, là où le bonheur, c'est une idée qui vient d'ailleurs, un petit peu, pour le droit. Ah oui. Avec des notions qui viennent du Sud ou qui viennent d'ailleurs, Karine David. Oui, plutôt et encore, je dirais que dans le domaine du droit, ça vient même presque de nulle part. Oui. Moi-même, j'y suis arrivée sur le droit au bonheur de manière finalement complètement, enfin, un hasard lors d'une rencontre familiale. Mais ça m'a tout de suite parlé parce que je trouvais que ça pouvait peut-être effectivement répondre à peut-être des besoins aujourd'hui qu'ont la société. Ça permettait peut-être aussi que de développer ce concept, ça permettait de revoir la manière dont fonctionne la société aujourd'hui, où on a perdu de vue beaucoup de valeurs. On parlait de fraternité, de vivre ensemble. Et en fait, ça répondait pour moi à beaucoup de choses pour finalement réorienter les priorités
puisque bon, je suis juriste, donc je vois Bien sûr. par le prisme du droit et finalement peut-être de réorienter les priorités, dans les politiques publiques et telles que finalement, les choix qui sont opérés par les États, occidentaux aujourd'hui, quoi. Alors, on va revenir sur ces notions juridiques qui arrivent et qui viennent d'ailleurs, mais avant, arrêtons-nous avec vous, Alexandre Jost, sur cette dimension de la fraternité. Il y a une expression qui revient souvent, c'est le bonheur citoyen. Oui, nous, on a utilisé ce mot-là comme dans notre devise à la Farix Misa, parce qu'on pense que le bonheur, justement, ne doit pas être appréhendé en dehors d'une société, mais de manière fraternelle. Et cette notion, elle est intéressante parce que elle pourrait éclairer comment ça amènerait, si c'est inscrit dans le droit, à dessiner des politiques publiques différentes. Aujourd'hui, le lien social est considéré comme une danseuse, c'est-à-dire que c'est un plus. On parle de vivre ensemble, mais c'est une parole un peu molle. Alors que la science, oui, vous C'est voulez c'est- dire c'est- quelque c'est chose? pas un plus, c'est le propre des droits de l'homme. Des droits c'est des droits individuels, et j'oserais dire des droits individualistes, non? Vous semblez pas d'accord, Karine David? Non, parce que comme à la Fondation Spinoza, moi je travaille avec donc l'Observatoire international du bonheur, et c'est la perception du bonheur est exactement la même. C'est-à-dire que c'est un bonheur sociétal, et en réalité, non enfin j'ai du mal à l'argument qu'on nous oppose par rapport au droit A, c'est aussi, que parce que ça serait impossible à Ah, fournir à honorer, tout le oui. monde, donc ça ne serait pas opérationnel, donc ça ne peut pas être reconnu, comme un droit. Alors je dirais que malheureusement, on parle bien du droit à l'égalité et pourtant, C'est ça. on est bordé par les inégalités. Bah, Alexandre moi, Jost. il me semble que la fraternité, le lien social n'est pas considéré dans la politique publique actuelle, alors que c'est pourtant le premier vecteur de l'épanouissement humain. Donc, et que par ailleurs, on vient à cette idée de valeur instrumentale, que le lien social est puissant pour générer de la sécurité, favoriser la qualité de la démocratie, et bon pour la De la santé. santé, oui, tout à fait, ouais. Exactement. Santé, ouais. Donc, c'est un exemple. Un deuxième exemple d'opérationnalité d'un tel droit, s'il existait, ça serait, et là, on va un peu aiguillonner nos auditeurs, on pourrait l'imaginer dans le champ de la fiscalité. Oui. Aujourd'hui, on sait que lorsque Oui, le revenu augmente, oui. eh bien, il y a une augmentation de la satisfaction de vie, parce que plus mon revenu est important, et bien plus je suis en Oui. comparaison à la hausse vis-à-vis de mes petits camarades qui gagnent moins d'argent. En revanche, en termes hédoniques, émotionnels, eh bien, il arrive un moment où mon évolution de joie, de bien-être, etc., atteint un plateau. Mm. Et donc, si on envisageait non pas seulement le concept de justice en termes comment dire, de niveau de revenu ou de redistribution, mais qu'on se disait ce qui compte, c'est la distribution de bonheur, alors on pourrait envisager d'avoir des impôts qui sont plus progressifs, parce que cette progressivité affecterait la satisfaction de vie, mais peu la joie et les émotions positives. Mm. Et on voit donc alors qu'en introduisant ce nouveau concept, eh bien, on fait émerger une justice qui s'appuie sur autre chose. La plus grande injustice pour nous à la Farix Spinoza, c'est bien sûr les biens fondamentaux, la dignité, le respect, mais en deuxième lieu, c'est l'épanouissement. Entre des jeunes de milieux populaires et des jeunes issus de milieux privilégiés, le nombre de pourcentage, le pourcentage d'entre eux qui sont très heureux est de 12% d'un côté et 42% de l'autre. Et ça nous semble être une injustice qui est plus forte que la simple Conséquence des autres, peut-être. conséquence des autres. Alors, il y a beaucoup de travaux sur la question du bonheur contrefactuel. Est-ce que mon bonheur est ce qu'il est, ou est-ce que mon bonheur est en comparaison de celui de l'autre? Alors, Spinoza dit que l'un des enjeux dans la vie, c'est de ressentir de la joie, parce que la joie est l'indication de l'atteinte d'un plus haut degré de perfection de soi-même. Et moi, je pense que la recette est plutôt de ce côté-là, c'est de dessiner une société dans laquelle le droit nous encourage à ne pas nous comparer les uns les autres, et plus on se compare, moins on est heureux. Alors, on va pas se comparer les uns les autres, Karine David, mais en droit, on a vu quand même des choses tout à fait bouleversantes arriver ces dernières années, dans le fait d'attribuer reconnaître la qualité de sujet juridique à des rivières, à des montagnes, et ça venait à chaque fois de cultures non européennes, et des notions comme le buen vivir, le vivre bien, l'Ubuntu africaine. Est-ce que il n'y a pas un bouleversement qui s'opère à travers ces notions? Alors je sais pas s'il y a un bouleversement parce qu'il y a quand même beaucoup, notamment en France, beaucoup d'opposition, hein, Oui. à ces reconnaissances. Mais je crois que ça rejoint un peu ce que vous disiez là, parce que ça vient en fait de sociétés,
dans lesquels le collectif est extrêmement important et le vivre en groupe est extrêmement important et peut-être que c'est finalement ces aspects-là, qui peuvent aussi, inspirer, et finalement où on arrive à des tentatives de transposition. Alors après, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas d'essayer de transposer quelque chose qui est étranger? Mais moi, j'ai tendance à penser que ces inspirations finalement du Sud, où on a beaucoup de mal, hein, nous en Mmh. droit, les Mmh. juristes, notamment les juristes Oui. français, on a beaucoup de mal à s'inspirer, finalement d'expériences, notamment de droit du Sud. Moi, je pense qu'effectivement, c'est cet aspect de collectif, de sociétal, du groupe qui fonctionne ensemble et aussi en harmonie avec l'environnement, qui est finalement le côté Est-ce inspirant que des choses. est-ce que c'est pas un correctif à un droit qui est devenu trop individualiste ou qui ne se Ah bah, pense plus que sur des droits individuels, bien Karine sûr, David? mais alors complètement, complètement. Aujourd'hui, c'est l'un des principaux, reproches qui est fait au droit, c'est qu'on est effectivement sur des droits qui sont, conçus de manière purement individuelle, et évidemment que cette évolution sur enfin, cette réflexion sur le droit au bonheur pris dans une acception, sociétale, repose les paradigmes et elle requestionne les paradigmes, en fait, de réflexion. Alexandre Bah, Josse? moi, j'aime bien ce parallèle que l'on fait parce que de la même manière que le droit pourrait prendre cette trajectoire individualiste, le bonheur, si il la suivait, eh bien, serait diminué en qualité. C'est à nouveau, ah non, c'est Ed Diner, un autre spécialiste en sciences du bonheur, qui parle de bonheur océanique. Le bonheur Mmh. océanique, c'est le fait d'avoir une plénitude qui est étendue dans le temps, étendue dans l'espace et étendue aux autres. Et vous allez me dire: «Mais alors on est sur France Culture, Oui. avec des chamans là?» Non, vous avez tous déjà été à examiner un glacier, sur une mer ou dans une forêt très verticale. Le sentiment qui s'empare de vous, on appelle ça en anglais le awe, la stupéfaction, l'émerveillement. Mmh. Ce sentiment-là, il est très plein et il est intéressant parce que il peut se qualifier, d'une part, et d'autre part, il est la forme ultime d'interdépendance. Et probablement que le pendant de la fraternité et le projet de société commun, au niveau individuel, eh bien, c'est le fait d'arriver à vivre ce sentiment-là. Et si vous me disiez, mais alors, toujours pareil, comment on essaie d'atterrir dans le champ de la politique qui est lié au juridique, eh bien, moi, je dirais que le chemin, ça serait expérience, conscience, interdépendance. C'est se demander comment, dans notre société, on fait vivre ces expériences aux individus, comment ensuite on en prend conscience et enfin on construit ce sentiment d'interdépendance. L'interdépendance, Karine David, c'est vraiment le cœur même ou le présupposé du droit de l'environnement, du rapport à l'environnement. C'est-à-dire qu'on est tous interdépendants, qu'on le veuille ou non, et donc ça doit nous amener à penser différemment. Et il y a un grand rapprochement, il y a une convergence entre ce que le droit au bonheur et retrouver une relation pacifiée, constructive avec la Terre, avec la planète. Ah mais complètement, moi, il me semble pour moi en tout cas, hein, le droit au bonheur, c'est un peu en fait une expression, du développement durable. Mmh. En droit où on doit effectivement, retrouver un équilibre, et mettre en place des priorités qui, aujourd'hui vont, vers, finalement le plus avoir, le versant économique en fait. Et on en a oublié effectivement le social et aujourd'hui, par la force des choses, on est rattrapé effectivement s'agissant des questions environnementales. Mais ça rejoint ce que vous disiez, notamment sur les sociétés du Sud et les peuples autochtones. C'est ce lien effectivement à la nature, qui, très certainement explique aussi, nombre de choses sur le bonheur. Moi, j'ai pu travailler notamment sur, l'impact que peut avoir effectivement, la nature sur, ce sentiment de plénitude, de bien-être, ou qui se traduisent par, notamment des politiques publiques très concrètes. Par exemple, aux États-Unis, les prisons vertes, où on constate que, dès lors qu'on verdit, les Mmh. lieux d'incarcération, les taux de récidive sont, beaucoup, beaucoup moins importants. Les hôpitaux verts aussi, où, on guérit plus vite parce qu'on a
une vue sur la nature. Il y a énormément d'expériences comme ça qui Mmh. montrent que on peut s'inspirer de cette relation à la nature parce qu'en fait, la relation à la nature rend heureux. C'est ça, et Euh, d'où cette idée, car là, qui est une véritable idée, je l'ai lu sous votre plume, Alexandre Jost, sur le droit à la nature opposable. Alors, pour le coup, c'est un droit opposable. Oui, bah, on part du même constat que Karine, en se disant que on peut inscrire le bonheur dans l'édifice juridique en prenant en compte ces composantes fondamentales comme le lien humain et la nature, qui sont les deux principales. Et le droit à la nature opposable consisterait à se dire que on pourrait instaurer cette obligation au sein des communes, par exemple, qu'il y ait un certain taux d'arbres par habitant, certaines distances Alors maximales ça, c'est au mesuré. Vous végétal. dites, il faudrait que chacun ait le droit à vivre à 300 mètres au maximum d'un espace végétalisé, d'un contact avec la Ça pourrait nature. être distance visuelle, ça pourrait être distance physique, ou ça pourrait être quantité de biomasse au sein d'une commune. Quand même, rappelons-nous que le Pakistan, qui nous semble pas être un pays très moderne, comme ça, dans les stéréotypes sur le sujet, a lancé une campagne pour planter 25 milliards d'arbres. Vous vous rendez compte? Donc on sent que les ratios de revégétalisation qu'on a sont à côté de la plaque. Et malgré tout, je vais citer une étude du Lancet, le journal scientifique, où on voit qu'avoir de la nature à moins de 200-300 mètres de soi, eh bien, a une incidence de baisse du taux de mortalité globale de mm. 8 à 12%. Cette étude a été faite sur 1 million de personnes pendant 11 ans. Donc c'est très solide en croisant des données de la NASA avec des données de santé publique. Donc c'est très solide. Donc nous on dit de la même manière que il pourrait y avoir, eh bien, enfin il y a aujourd'hui un taux de logements sociaux en proportion par commune, pourquoi pas avoir un droit opposable à la nature. Et je terminerai en disant que de cette concomitance entre la protection de la nature et notre sentiment d'interdépendance, nous, on le travaille à faire explicitment en ayant créé une fresque du bonheur durable et Oui. partagé qui fait vivre à des individus l'expérience du fait que l'autre et le vivant est facteur de notre Vous, vous- épanouissement. vous insistez beaucoup, Alexandre Jost, sur la conscience. La conscience. Il y a un travail de conscience à faire auprès des gens pour qu'ils prennent conscience d'eux-mêmes et des autres. Alors, je sais que peut-être en vous entendant le dire, ça me paraît tout d'un coup très prétentieux, Non, non, parce que personne n'est éveillé sur ce non, mais je veux studio. dire, vous en Mais faites, vous l'incorporez dans les politiques publiques. comment répondre à cela? Bah, il me semble, je vais faire un pas de côté, mais en vous répondant, nous, on avait envie que lorsqu'on reçoit sa feuille d'impôt, à l'époque où on la Mmh. recevait, eh bien, on ait une indication pour 50% des Français qui ne payent pas d'impôts, on leur dise, vous faites partie des chanceux qui ne payent pas d'impôts, et 50% des Français qui payent d'impôts, vous faites partie des chanceux qui sont parmi les 50% les plus riches. Mmh. Et ça me semble être un exemple pour réaliser dans quelle situation on se trouve, accroître son degré de C'est ça conscience. la conscience sociale. C'est la base, c'est la base de la démocratie. Après, voilà. Karine David, ce droit à l'environnement, pourquoi l'appeler droit au bonheur? Parce que, dans le fond, tous les spécialistes, les environnementalistes, les juristes qui font ça disent, bah, nous, on le fait déjà. Pourquoi ça serait une sorte comment dirais-je, pas de greenwashing, mais de happiness washing? Non, alors pour moi, le droit à l'environnement, enfin, c'est qu'il y a un droit en forte émergence, même s'il n'est pas encore reconnu partout. Et le droit au bonheur, c'est autre chose. Pour moi, le droit à l'environnement ou le droit de vivre dans un environnement sain, ça dépend de la perception qu'on a de Mmh. l'environnement, c'est une composante en fait Oui. du droit au bonheur parce que si on veut le dire très simplement, eh bien si votre environnement il est dégradé et vous offre pas des conditions de vie acceptables, eh bien vous pouvez pas être heureux. Mais c'est qu'une composante en réalité Le droit au de. bonheur est plus grand que le droit au développement durable. Alors, en fait, moi, ce que je mets dans le droit au développement durable, et j'ai toujours tendance à dire, c'est pas un hasard si les objectifs de développement durable de l'ONU, si vous les prenez à quelque chose près, 50% des objectifs sont finalement sociaux, lutte contre la pauvreté, hein, et les 50 autres pourcents sont environnementaux. Et pourquoi? Bah, parce qu'aujourd'hui, il y a besoin d'un rééquilibrage. Il y a besoin d'un rééquilibrage pour plus de justice sociale et de l'autre côté, pour une préservation de l'environnement, parce que sinon, on va droit dans le mur. Et pour moi, le droit au bonheur, en fait, c'est cet ensemble-là. Alors du coup, comment ça se traduit C'est juridiquement au une niveau de tension, on l'État? pourrait dire. C'est une tension entre deux pôles, deux composantes qui peuvent devenir antagoniques.
Oui, mais oui, en fait, il faut les concilier. Alors, trois pôles, Oui. parce que celui dont on parle pas, c'est l'éléphant dans la pièce, Mm, mm, c'est l'économie. Et en fait, finalement, ce droit au bonheur, il obligerait à concilier de manière plus équilibrée finalement les aspects économiques qui sont prédominants aujourd'hui avec les aspects sociaux et environnementaux. Ça vous convient, ça, Alexandre Tout à Jost? fait, mais surtout parlons effectivement pas d'antinomie parce que on sait, et là je vais choquer les plus puristes d'entre nous, mais qu'un individu heureux est un individu plus productif. Donc on Oui, en vient à oui, oui, instrumentaliser le bonheur, mais c'est oui, quand même tout à fait. Et à trouver une finalité économique in fine au bonheur. Oui, mais je pense qu'il faudrait simplement dire que l'enjeu, c'est de créer les conditions qui favorisent l'épanouissement et que ce faisant, on générera une économie qui fonctionne mieux, une démocratie qui est plus dialogante, Plus délibérative, etc., oui. plus délibérative. France Culture, Esprit de justice, Antoine Garapon. Esprit de justice qui continue de s'interroger sur le droit au bonheur en compagnie de Karine David, professeure de droit constitutionnel, et d'Alexandre Jost qui a choisi de nous faire entendre ce célébrissime concerto numéro 1 de Tchaïkovski qui était interprété ici par l'orchestre symphonique de Berlin et au piano Kirill Gerstein. Pourquoi ce choix c'est la tonitruance du bonheur? C'est juste, c'est mon papa qui me le faisait écouter quand j'étais petit et c'est Ça vous est le resté? morceau de musique qui me fait pleurer, virgule, de joie. Pas sur le plateau là, mais je me Alors, disais que c'était approprié vu le thème de l'émission. alors approprié, mais moi j'ai l'impression, je suis très heureux de vous écouter, c'est le cas de le dire, et ce que vous dites est très encourageant. En même temps, je constate que le monde est dans un tas de difficultés majeures. La guerre n'est pas loin, les tensions, le chaos et même une certaine régression du droit. Est-ce que parler de droit au bonheur, c'est pas, comment dirais-je, de, de, est-ce que c'est la question principale aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faut pas éviter le pire? Alors, je ne sais pas qui veut parler, qui veut répondre. Allez-y. Alors, Bah, Antoine, si vous avez un ami qui perd un proche, vous allez vers lui et vous pleurez un peu avec lui, mais après, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, Antoine? pour le réconforter. Ben, Oui. réfléchissez, à ce moment-là, vous lui faites un sourire. C'est dans les moments où ça va mal que le devoir d'optimisme est le plus fort, hein, pas d'angélisme. Lorsque j'étais à un colloque de l'OCDE
en 2012, qui a interrogé sur la pertinence d'avoir des indicateurs de bonheur pour piloter les nations. C'est le Premier ministre, non pas du tout, c'est le ministre de la statistique d'un pays du Maghreb qui disait qui peut le plus, peut le moins. Justement, nous avons besoin d'indésirables, nous avons besoin d'examiner cet horizon pour nous permettre d'éradiquer la Pour savoir, pauvreté, pour savoir. etc. Est-ce que ça ne nous parlerait pas en ce moment d'élaborer des futurs souhaitables? Karine David. Oui, alors tout à fait. Je pense que c'est vraiment dans ces moments-là que justement il faut garder le cap et avoir finalement se tourner vers un peu d'optimisme. Je regardais notamment l'autre fois vous avez le Happiness Report tous Oui, les ans là qui fait en fait une cartographie finalement la perception du bonheur dans les différents États. ça à l'ONU, oui. Voilà. Mmh. Et en fait, ce que j'ai noté, par exemple, et moi qui me parle et qui me questionne, c'est que, en réalité, ils font un classement par classe d'âge et quand on regarde et ben, en fait, chez les jeunes, notamment en France, par exemple, hein, sur la catégorie moins de 30 ans, la France dégringole. Mais Et en fait et donc il faut prendre ce constat qui est négatif et finalement, s'interroger, pourquoi effectivement les jeunes en France, sont plus malheureux que dans et ils sont d'autres. plus pessimistes que les jeunes Américains. Ouais. J'ai vu une étude justement sur le Chief Happiness Officer, ceux et ils disent, en discutant entre eux, qu'il y a plus de travail en France, dans l'entreprise française, il y a plus de déprime, de tristesse, Alexandre, Jost, qu'aux États-Unis. Comme si en France, dans la culture française, alors je ne veux pas faire d'argument culturaliste, mais comme si dans la culture française, il y avait quelque chose voilà, de grognon, de râleur, Alexandre Jost. Oui, ça, ça mériterait une émission entière, mais peut-être on peut juste dire que parce qu'on a l'esprit critique, l'esprit des Lumières, alors on critique, et parce qu'on critique, on râle. Donc il faut pas en profiter pour se rajouter un sac de cailloux sur les épaules en se disant on est un pays qui est pas heureux, qui est Mais râleur. je vais reformuler Oui, ma question différemment, parce que vous avez travaillé, vous avez même fondé, je crois d'ailleurs, des indicateurs du bonheur au travail. exactement. Et donc, est-ce que on a une étude d'impact sur les produits de ce que font les Chief Happiness Officers? Et est-ce que ça améliore les conditions du travailleur, Bah, Alexandre Jost? en fait, cette notion, elle est très 2018, 2015, 2018. Elle a disparu à la faveur du Covid. Ah On oui, n'en parle plus beaucoup aujourd'hui. il y en a Mais plus nous, on beaucoup. a fait une étude qui s'intitulait Réalité et fantasme derrière les Chief Happiness Officers, qui révèle à l'époque que 63% des offres d'emploi étaient pour des stagiaires. De quoi on peut tirer que ce job n'a aucun intérêt s'il n'a pas eh bien, comment dire, une responsabilité importante dans l'organisation. Et deuxièmement, que derrière ce métier, il y a des facettes très différentes qui vont de gestion des espaces de travail à communication et à ressources humaines à transformation. Et ce métier est un bon exemple de ce qui peut prêter le flanc à la moquerie sur le bonheur si il n'est pas doté de pouvoir et de vraies capacités de transformation de l'organisation. C'est ça. Ce qui est important dans le fond, c'est l'attention portée au bien-être des travailleurs, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une histoire et alors ça transparaît dans ce que vous faites, mobiliser l'attention sur quelque chose auquel les décideurs publics souvent, ne prêtent pas attention précisément. Oui, oui, je pense vraiment que c'est le cas. Si on prend un exemple dans un autre champ, on parle beaucoup de sécurité en ce moment. Ben, nous, on pense qu'il est possible de trouver des solutions à ces enjeux-là en interrogeant la subjectivité et l'épanouissement des individus. On a quand même 73% des personnes qui pensent que la fraternité peut être une bonne réponse à l'insécurité.
On sait aujourd'hui que des personnes qui créent du lien social, des liens faibles dans une ville, sont en train de créer de la sécurité parce qu'elles réalisent plus d'activités et ce faisant, eh bien, elles développent une sphère de protection. Et donc, même sur un sujet compliqué comme celui-là, on peut aller vers des réponses qui ne nient pas l'autorité, mais simplement sont plus humanistes et ne s'appuient pas sur les peurs des individus. C'est ça. Karine David, c'est très important, c'est très intéressant d'ailleurs aussi de voir en Afrique du Sud comment ce concept d'Ubuntu, alors il faut nous en dire un mot, l'Ubuntu, c'est précisément l'être avec les autres, on pourrait dire, les limites de chacun du fait d'être avec les autres. C'est le principe d'humanité. Oui, mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur, justement, sur, le Buen Bibir, sur ces philosophies effectivement, Oui, du mais Sud. ça crée des tensions dans la jurisprudence sud-africaine. Il y a des tas d'arrêts qui ont été rendus et dans lesquels on sent que bah, l'Ubuntu, c'est pas dans la constitution sud-africaine. Est-ce qu'on peut l'invoquer? Est-ce qu'on peut donner une consistance juridique à l'Ubuntu? Ou est-ce que ça reste pas, encore une fois, un objectif? Beh, oui, mais c'est le cas en Afrique du Sud, mais c'est le cas dans la plupart des pays où le droit au bonheur est invoqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on soit en France ou ailleurs, il y a peu de juges qui sont prêts effectivement à donner une opérationnalité, à la notion de droit au bonheur. Ce qui montre qu'il y a un énorme travail, il y a un énorme travail à faire pour montrer dans quelle mesure effectivement ça peut être opérationnel. Et après le problème, c'est que, effectivement, aujourd'hui, c'est toujours considéré comme, quelque un droit, une utopie. Une Oui. utopie, et forcément, les juges sont pas prêts à les actionner. Heu Les constituants ils sont plus prêts à les intégrer dans les constitutions. Ça reste relativement timide encore, mais Le Japon, par exemple, alors le Japon, c'est peut-être l'exemple voilà. effectivement de l'État qui l'a, enfin qui l'a introduit le plus tôt. Mais, aujourd'hui, alors et après ça rejoint un peu la question du bouton. Aujourd'hui, les pays dont on voit qu'ils intègrent en fait le droit au bonheur dans leur constitution, c'est pas nécessairement des grandes démocraties. Donc en fait, c'est un peu contre-productif Oui, de oui, les utiliser. c'est peut-être pas sans lien parce que, j'ai été surpris de voir que dans ce que vous proposez, ce que propose la Fabrique, Spinoza, pour les violences faites aux femmes, vous avez une réflexion, là-dessus. Mais, précisément parce que est-ce que c'est pas un stade, alors j'ose le mot, pré-démocratique? Non, 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 non. non, Alors, non, on est pas réaction un peu émotionnelle, mais je pense que c'est mon diagnostic, ça serait plutôt que c'est parce que ce sont des pays qui ont un sens plus affirmé du collectif versus l'individualisme. Alors après, vous me direz, est-ce qu'il n'y a pas justement Je prends l'exemple du Bhoutan. En préparant l'émission, j'ai été surpris d'apprendre que, un, les religieux n'ont pas le droit de voter parce qu'ils sont religieux et qu'ils sont considérés, on les dote d'un statut supérieur à celui des politiques. C'est quand même très... vous connaissez bien le pays, vous, le Bhoutan. Non, non, je n'y ai jamais Vous avez été voyagé. distingué par Mais ce pays, non? oui, on a Dorji Wangdi, l'ancien ministre du Travail et des Ressources humaines, ce qui fait un petit peu peur comme, comme titre, nous a distingués pour notre contribution exceptionnelle au bonheur. Effectivement, mais peut-être je sais qu'on fait ces allers-retours entre l'Orient et l'Occident, mais se dire que on a quand même des signes d'évolution dans le bon sens. Vous vous souvenez peut-être de la loi Pacte qui Oui. a redéfini l'entreprise dans le Code civil avec l'article, je crois, c'est 1833 alinéa 2, dans lequel, eh bien, on établit que l'entreprise doit contribuer certes au profit des actionnaires, mais également et je ne sais plus quelle est la formulation, mais à des contributions C'est ça. sociales et environnementales. Qu'est-ce qui empêcherait d'évoquer un cran supplémentaire que l'entreprise doit aussi avoir une contribution à minima neutre quant à l'épanouissement des individus? On n'accepte pas aujourd'hui que l'entreprise détruise, abîme, génère des burn-out et on s'interroge continuellement, vous le savez, vous juristes, sur la possibilité que le burn-out soit considéré comme une maladie professionnelle. Donc il me semble que en miroir de ça, du côté positif, on pourrait exiger de l'entreprise qu'à l'intérieur d'un certain cadre, elle mesure à minima la qualité de vie au travail, qu'elle ce soit une obligation. On pourrait l'inscrire dans la suite des lois de 2013 sur Oui. l'accord national interprofessionnel.
et qu'elles doivent rendre C'est ça. transparente cet épanouissement d'année en année. Et donc, ça voudrait dire, Karine David, que le terrain dans lequel le droit au bonheur va se développer, c'est la RSE, c'est la responsabilité sociale des entreprises et maintenant qui s'étend. C'est-à-dire que l'entreprise devra intégrer aussi ça dans sa définition même, son autodéfinition. Alors, je pense pas que ce soit uniquement dans l'entreprise que Oui, ça doive se traduire parce que, je parlais tout à l'heure, il y a aussi tout le pan des personnes vulnérables, oui. en fait, où il y a énormément de choses à faire, qui sont pas finalement si compliquées que ça et dans ce cadre-là, effectivement, le droit au bonheur pourrait être le guide, et l'étalon Qu'est-ce que ça de. apporterait pour les personnes vulnérables, cette idée de droit au bonheur? Ah bah, c'est justement de mettre en place des politiques publiques qui visent à ériger des nouvelles priorités, pour lutter contre ces vulnérabilités-là. Je Et puis peut-être Alexandre pardon, je Jost. vous ai Oui, coupé, je suis Non, désolé. non, non, allez-y. c'est pas non, mais parce que je revenais sur, les politiques publiques qui peuvent être Oui. mises en place, notamment alors au Japon, en Suède, pour lutter notamment contre la dépression où vous avez notamment en Suède pris en charge par la sécurité sociale, les bains de forêt. Mmh. Il y a tout un tas de politiques publiques parce que ça montre en fait que la convalescence est plus rapide. Il y a tout un tas d'exemples de politiques publiques très faciles à mettre en œuvre, pour tout un tas de catégories de personnes vulnérables. Moi, j'ai travaillé sur l'hortithérapie, horticulture, et ça, c'est effectivement, c'est pas difficile à Mmh. mettre en œuvre, notamment dans des établissements de soins psychiatriques. On voit que ça fonctionne très bien, en fait. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Alexandre Vis-à-vis Jost. des personnes vulnérables, alors je vais te tenir un propos qui peut être vraiment attaqué, mais l'enjeu numéro un, c'est de s'assurer que ces personnes accèdent à des ressources objectives plus importantes. Les fameux, pour les Oui. utilitaristes, les biens premiers. Mmh. Malgré tout, on peut imaginer que si les caisses de l'État sont pas suffisamment remplies, on joue au moins sur les dimensions immatérielles du bonheur. Et aujourd'hui, formuler, déclarer, quel est le bon mot, délivrer, voilà, de la reconnaissance à nos enseignants, à nos soignants, aux hommes et aux femmes de ménage, à toutes ces professions, à ces caissiers, eh bien, c'est peut-être C'est une c'est manière, c'est des choses qui étaient apparues pendant le Covid, oui, justement. mais qu'on a oublié. Et Oui. un État qui se dirait, les dirigeants politiques ont la capacité d'agir sur les conditions objectives, mais aussi sur les perceptions. Frédéric Lordon dit, il n'y a pas de réalité autre qu'émotionnelle et subjective dans l'existence. Eh bien, on pourrait agir là-dessus. Mais avec ça, l'hypothèse du droit, mais là, c'est en tant que juriste, c'est ce que j'avais retenu de mes études, c'est plutôt l'hypothèse du bad man, c'est-à-dire qu'on fait des législations sur l'hypothèse d'un homme égoïste qui va chercher à frauder, Karine David. Ben, c'est justement ça qu'il faut changer, en fait. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler là-dessus, qu'il faut essuyer effectivement les critiques, les remarques, et puis il faut garder le cap parce que effectivement, à mon avis, ça va plutôt dans la bonne direction. Alors, la bonne direction, justement, parlons-en, parce que cette émission approche de sa fin. Et donc, je voudrais que l'un et l'autre, vous puissiez former un vœu, un espoir, une manière d'approfondir ce droit au bonheur, Alexandre Jost. Alors, vous nous avez dit que vous nous poserez la question, et malgré tout, après ce débat pas facile, moi je dirais que l'épanouissement est l'affaire de conditions objectives de vie, mais aussi de compétences propres. Et il me semble que insérer au plus profond de notre système éducatif l'apprentissage de compétences psychosocio-émotionnelles, eh bien, et pourquoi pas le mesurer via une épreuve sur le quotient d'intelligence émotionnelle en fin de scolarité, ça serait l'assurance de eh bien, fabriquer des citoyens qui sont émotionnellement intelligents et doux les uns vis-à-vis des autres et potentiellement plus heureux. Alors, l'éducation et vous, Karine C'est une très David. bonne idée. Oui. Alors moi j'aurais peut-être pareil, hein, j'ai eu du mal à me dire moi j'aurais peut-être une vision peut-être plus globale et peut-être plus mondiale, au vu de ce qu'on vit depuis un certain nombre d'années et surtout ces derniers mois. Et donc oui, former le vœu que finalement le droit au bonheur s'épanouisse non seulement en France mais dans d'autres pays et du coup amène à des décisions un peu plus heureuses que ce qu'on peut vivre actuellement. Eh bien, écoutez, que le ciel nous entende et vous entende. Merci beaucoup, Alexandre Jost et Karine David, pour cette émission. Où à la technique, ce soir, il y avait Jean-Guilain Meige, à la réalisation Jean-Christophe Francis, à la préparation Sophie Leiner, une émission d'Antoine Grappon.